On va parler du cerveau, hein, justement, avec Madame Ilham Bellouche. Je vous le disais, professeure formatrice, ingénieure pédagogique, certifiée en neurosciences. Bonjour, Madame Bellouche. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des neurosciences pour un nul. L'idée, c'est de mieux connaître le fonctionnement de notre cerveau. Il est important, évidemment, de connaître ses constituants. Alors, on va parler du cerveau gauche, cerveau droit, tout ça. C'est justement... Pour mieux connaître le fonctionnement de notre cerveau, il est important de connaître ses constituants. Alors, le cerveau est constitué de quoi, si on devait faire le tour rapidement? Alors, avant déjà de parler du cerveau, il faut comprendre ce que c'est déjà les neurosciences. Parce que là, vous avez parlé tout à l'heure des neurosciences pour un nul. Donc, c'est un ensemble de live qui a été organisé par l'Institut français du Maroc, notamment le site de Casablanca, pour rendre justement ce domaine-là de recherche accessible au grand public. Alors, je vais commencer juste par une petite définition des neurosciences pour mieux comprendre ce que je vais dire après sur le cerveau. Très bien, je vais essayer de vous suivre. Voilà, justement. Alors, les neurosciences, c'est d'abord un large domaine de recherche scientifique qui porte sur le cerveau et le système nerveux. Ce qui a permis l'essor de ces recherches, c'est le développement de l'imagerie cérébrale, l'imagerie médicale. Quand je parle d'imagerie médicale, je parle de l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie, etc. Avant, on utilisait ces outils pour repérer des maladies, des pathologies, mais depuis une trentaine d'années, nous avons commencé à les utiliser pour entrer dans la boîte noire de l'humain, à savoir le cerveau, pour observer le fonctionnement du cerveau en action. Quand je dis en action, ça veut dire quand nous apprenons, quand nous dormons, quand nous conduisons, quand nous sommes en interaction avec autrui. C'est-à-dire tout le temps. Est-ce que notre cerveau est tout le temps en action? Il est tout le temps en action. Même quand on dort, on croyait que notre cerveau était au repos. Eh ben non, le cerveau continue quand même à fonctionner, à travailler pendant le sommeil. Donc, ce qui a permis aussi de découvrir comment fonctionne aussi notre cerveau quand nous pensons, quand nous ressentons une émotion positive, quand nous ressentons une émotion négative, quand nous stressons, etc. Et donc, l'une des plus belles découvertes des neurosciences, c'est la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, ça veut dire parce qu'on croyait que le cerveau qu'on avait à la naissance était définitif, c'est le cerveau qu'on gardait toute notre vie, mais grâce aux neurosciences, nous avons découvert vers les années 70 que le cerveau peut se reconstituer, peut se régénérer toute la vie. Cela dépend essentiellement de l'environnement dans lequel nous vivons. Parce que, d'accord, il y a une part génétique qui occupe à peu près entre 20 et 30%, mais c'est l'environnement surtout qui permet de modifier complètement le cerveau à travers nos pensées, à travers nos émotions. Et c'est justement une autre des plus belles confirmations des neurosciences. Je dis bien confirmation parce que c'est quelque chose dont parlait la médecine chinoise, nos sages de l'Antiquité, les Indiens. C'est la relation entre l'esprit et le corps. Concrètement, pardon si c'est une question bête, mais je vais la poser quand même. Justement, d'abord Lino, et ensuite ma question. Oui, excuse-moi si je t'interromps, parce que là, justement, bonjour professeur. Moi, bonjour. je voulais, parce qu'on m'a toujours dit, moi j'ai toujours su que les neurones, c'était les seules cellules qui n'arrivaient pas à se reproduire. Alors que là, on nous a toujours dit attention, ne t'énerve pas, etc. Parce que chaque fois que tu t'énerves, tu perds un neurone. Ce sont des neurones qui tu perds des neurones et tu auras. Alors est-ce qu'on nous disait ça justement pour nous faire peur, pour essayer de nous faire moins énervés, hein? Mais alors quand ils vous ont dit ça, les personnes qui vous ont dit ça avaient raison, parce que effectivement, quand vous vous énervez, quand vous stressez, quand vous ressentez une émotion négative, quand vous faites pas de sport, par exemple, vous détruisez des neurones. Ça, c'est vrai. Par contre, ce qui n'est pas vrai, c'est que ces neurones ne se régénèrent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la neurogénèse. Eh ben, la neurogénèse, c'est la capacité à produire d'autres neurones. Donc, c'est ça la plasticité cérébrale. Non seulement produire d'autres neurones, mais produire aussi, vous savez, les neurones entre eux communiquent via
un petit espace qu'on appelle la synapse, à travers quelques petites connexions synaptiques. Ces connexions synaptiques aussi se renouvellent en fonction de la vie que vous menez. Donc, si vous stressez tout le temps, si vous vivez dans un environnement violent, quand je dis violent verbalement, non verbalement, tout ce que vous voulez. Donc oui, vous participez au déclin de vos capacités cérébrales. Par contre, si vous décidez vous prenez la décision de changer votre vie, de vivre de manière plus positive, de ressentir des émotions positives, de faire un peu de méditation, etc. Si vous changez votre qualité de vie, vous allez augmenter le potentiel de votre cerveau. Vous allez même participer à la neurogénèse parce qu'elle se fait grâce à la façon dont vous vivez votre vie. Donc il y a de l'espoir. Il y a tout le temps de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir parce que finalement, on dit que le cerveau, il fabrique des neurones jusqu'à 90 ans. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes âgées font des mots croisés, peut-être, non ? C'est ça, exactement. Donc les mots croisés permettent de maintenir les capacités cérébrales et même de les développer. Donc c'est une vision très optimiste du cerveau que nous donnent les neurosciences. Et c'est pour cela, justement, grâce à cette vision optimiste de la relation entre le corps et l'esprit, que nous avons développé, que les spécialistes ont développé beaucoup de techniques corps-esprit que nous utilisons désormais dans plusieurs domaines, notamment les domaines où l'accompagnement de l'humain est l'activité principale. Quand je dis les domaines où l'accompagnement de l'humain est l'activité principale, je parle bien du domaine de l'enseignement, l'éducation, la santé, le coaching sportif, le management, le leadership, etc. Donc l'objectif justement est de faire une utilisation efficace et performante du potentiel de son propre cerveau d'abord et aussi accompagner l'autre à faire de même. Et c'est ce qui nous permet justement de devenir tous plus performants et aussi améliorer les qualités humaines et les relations humaines. Est-ce qu'il y a des exercices, professeur, justement, pour entraîner notre cerveau ? Est-ce qu'il y a des techniques, je suppose ? Alors, il y a beaucoup de techniques. Cela dépend du domaine, mais il y a des techniques qu'on peut utiliser de manière générale. Par exemple, là, le sport. Le sport est l'une des techniques principales pour pouvoir améliorer ses capacités cérébrales. Il y a aussi la technique de la méditation. Vous savez que la méditation, c'est quelque chose dont on entend parler depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, grâce justement à ces découvertes de neuroscientifiques, certaines pratiques refont surface, telles que la méditation, le yoga, etc. Le but justement, c'est d'améliorer le fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement de nos pensées, mes émotions. Pourquoi ? Parce que cela permet d'avoir un impact très positif sur le développement cérébral et notre corps de manière générale. Lino, ou bien ma question un peu bête parce que j'aimerais vous faire réagir par rapport à l'utilisation de notre cerveau. Il y a quelques années, il y a un film qui est sorti, qui a fait un tabac et qui parlait d'une utilisation aujourd'hui de 2 à 3% des capacités de notre cerveau. Est-ce que tout cela est vrai ou là c'est un mythe ? C'est ce qu'on appelle les neuromythes. Ça s'appelle les neuromythes. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours cru que justement, à une certaine période, on utilisait juste une partie de notre cerveau. Non, le cerveau, nous l'utilisons dans sa totalité. Et je vais vous expliquer. Alors, je vais vous concrètement, on utilise 100% des capacités de notre cerveau. Alors, non, je dirais bien, on utilise tout notre cerveau, mais pas les capacités de notre cerveau. D'accord. Les capacités de notre cerveau dépendent de la vie que nous menons. Est-ce que nous utilisons toutes les capacités ou non ? Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que tout le monde a la possibilité d'utiliser toutes les capacités de son cerveau. Il faut savoir que dès la naissance, nous sommes très câblés, nous avons tous tout le nécessaire pour faire une utilisation très optimale de notre cerveau et pour acquérir plus facilement la performance. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, cela dépend de la vie que nous menons. Les gens avec qui nous échangeons, avec qui nous vivons, les émotions que nous ressentons, les apprentissages. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'apprentissage,
est l'une des techniques les plus optimales qui permettent de garder un cerveau jeune toute la vie. Plus nous apprenons, plus nous améliorons les capacités et le potentiel de notre cerveau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous trouvons des gens, même à 60 ans, à 70 ans et même 80 ans, dans certaines universités dans le monde, se réinscrivent dans les universités pour commencer d'autres processus d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, nous prouvons scientifiquement que l'apprentissage modifie le cerveau de manière optimale toute la vie. Ouais. Alors, pour pouvoir comprendre justement, pour répondre à votre question, est-ce que nous utilisons tout notre cerveau? Est-ce que j'ai le temps de vous donner quelques petites notions Bien sûr. de l'anatomie du cerveau? Bien sûr, c'est Alors, intéressant, allez-y. Voilà, c'est très intéressant. Je vais le faire de la manière la plus pédagogique pour que ce soit accessible. Merci. Alors, vous savez que le système nerveux, il se compose de deux systèmes. Il y a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Je ne vais pas donner l'information complète, je vais donner juste quelques éléments pour pouvoir comprendre. Donc, le système nerveux central se compose de l'encéphale, le cerveau, et la moelle épinière. Et le système nerveux périphérique, ce sont nos nerfs à travers tout le corps. Donc, le système nerveux périphérique, c'est ce qui permet de collecter les informations de l'extérieur, de notre environnement, à travers nos sens, l'audition, la vision, l'odorat. Par exemple, quand vous m'avez posé la question sur le neurone, je l'ai reçu par l'audition. Cette information a été transférée via le système périphérique à travers les nerfs au système central. Donc, la moelle épinière, puis vers le cerveau. Ce cerveau-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité l'information. Donc, le système nerveux reçoit l'information, la traite. C'est le cerveau central, c'est le système central qui traite l'information. Comment il va la traiter? Donc, pour pouvoir répondre à votre question, d'abord, il faut que je la comprenne. Il faut que je réfléchisse. Après, je vais faire appel à des informations qui sont stockées dans ma mémoire. Ouais, comme une base de données, finalement. Voilà, une base de données. Nous allons y revenir plus tard pour voir l'importance justement de cette mémoire où sont stockées les informations. Et je vais donc traiter cette information et mon cerveau va commander une réponse. Il va commander une action, une réponse, qui sera transférée vers mon système périphérique via les nerfs, et je vais vous la donner. Elle va ressortir vers l'extérieur, l'environnement, et je vais répondre à votre question. Évidemment, Donc, ça se fait beaucoup plus vite. Ah voilà, avec une rapidité extrême. On est d'accord. On va focaliser maintenant sur ce cerveau-là, sur la partie qui est dans la boîte crânienne. Et pardonnez-moi, quand vous parlez de cerveau droit, cerveau gauche, il y a une relation ou pas? Bien sûr qu'il y a une relation. Est-ce on a notre cerveau justement, il se compose de l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et chacun, il a une utilité précise. Ils font pas le même travail. Quelques petites fonctions qui diffèrent, mais en général, quand nous traitons une information, c'est vrai que cela dépend de l'information, elle est traitée par une région et pas par une autre, mais en général, tout le cerveau traite l'information. Plusieurs parties du cerveau traitent la même information. Alors, pour revenir sur cette question de l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, vous entendez parler de la matière grise et de la matière blanche. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous allez nous le dire, non? Ben voilà, c'est ça l'objectif. Alors, vous savez, notre cerveau se compose d'un ensemble de cellules, dont la principale est le neurone. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du neurone? Oui, bien sûr. Alors voilà, le neurone, alors parce que là, il n'y a pas d'image pour pouvoir expliquer, donc je vais vous demander d'imaginer un arbre. Un arbre avec ses feuilles, le tronc et les racines. Et bien, le neurone, on peut l'associer à un arbre. Donc, ce tronc-là de l'arbre ressemble, c'est ce qu'on peut associer à l'axone du neurone. Les feuilles et les racines, c'est ce qu'on appelle les dendrites. Donc, les dendrites, c'est ce qui constitue la matière grise. D'accord. Et l'axone, qui est entouré d'une couche de myéline, c'est une couche de matière grasse qui lui donne ce caractère blanc, c'est la matière blanche. Quelle est la fonction de la matière grise et quelle est la fonction de la matière blanche? Quand nous transférons une information au cerveau, au système central pour la traiter, la partie qui est responsable de la transmission de l'information, c'est la matière blanche.
La partie qui est capable du traitement de l'information, c'est la matière grise. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est d'abord les fonctions principales. Après, il y a des parties qui sont très, très, très importantes qu'il faut connaître. Notre partie grise, qu'on appelle le néocortex. La partie grise, on appelle la néocortex. Le néocortex se compose de différentes parties qu'on appelle les lobes. Nous avons 6 lobes, ça veut dire 6 parties dans le néocortex. Il y a 4 parties qui sont extérieures et 2 parties qui sont à l'intérieur du cerveau. Alors, commençons par ces lobes extérieurs. Ce que nous trouvons juste derrière le front, c'est la partie à l'avant de notre cerveau, que nous trouvons juste derrière le front. C'est ce qu'on appelle le lobe frontal. Cette partie, c'est celle que nous utilisons pour faire attention. Quand nous sommes amenés à solliciter notre attention, c'est la partie qui s'active le plus. C'est la partie que nous utilisons pour réfléchir, pour choisir les bonnes actions, pour prendre des décisions au bon moment. Ça, c'est la fonction principale du lobe frontal qui se trouve à l'avant du cerveau et qui se trouve juste derrière le front. Alors maintenant, la partie, vous savez, quand vous attrapez un coup de soleil, est-ce que vous mettez votre main sur la tête, ça dépend. Alors, c'est sur la tête, cette partie-là où vous mettez la tête, c'est le lobe pariétal. D'accord. Voilà. Et quand je dis le lobe pariétal ou lobe frontal ou d'autres lobes, ce que je trouve dans l'hémisphère gauche, c'est exactement ce qu'il y a dans l'hémisphère droit, donc symétrique. Donc, ce lobe pariétal sert à se repérer dans l'espace, à avoir des sensations de goût, d'odorat, etc. Aussi à coordonner les mouvements. Par exemple, quand un joueur de foot dribble, cette partie est très activée. Pourquoi? C'est ce qui lui permet de coordonner ses mouvements. Et là, je pensais à Lionel Messi, à Cristiano Ronaldo. Ça doit aller tellement vite dans leur tête. Il est 8h43, franchement, professeur, c'est très intéressant. J'aimerais faire réagir quand même Lino Bacco. Lino. Oui. J'ai tellement de choses à vous apprendre sur Messi. Oui, c'est moi, très... je ne suis pas spécialiste du sport. Hein. Oui, non, mais merci en tout cas je vous en prie. de nous apprendre tellement de choses parce que c'est un monde, hein, Lino. C'est un monde, oui. Le cerveau, bien sûr. Écoute, pas plus tard que cette nuit, ma fille m'a amené son dossier d'inscription. D'accord. Et toute la nuit, j'ai eu le dossier d'inscription qui a tourné dans ma tête. Hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je revoyais les 3 documents qu'elle m'a donnés. Bon, la liste du matériel, le règlement intérieur de l'école, etc. C'est des infos qui tournent dans ta tête toute la nuit, qui reviennent. Toute la nuit, je dis bon, je vais arrêter. Bon, ça y est, ok, ça y est, elle m'a envoyé ça, d'accord. Demain je verrai, etc. Mais alors justement, c'est quoi ça? C'est parce que on est fatigué, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Quand on fait une fixation sur un sujet particulier, c'est un petit peu comme le refrain. Tu sais, le refrain. Des fois, tu écoutes une musique, ça revient toute la journée. Te revient en continuation. C'est vrai. En continuation, tu vois. Bien sûr, vous savez... Finalement, le cerveau, tu vois, c'est un petit peu comme le Covid-19. Hein. Bon, tous les jours, on en apprend quelque chose. Et l'autre fois, justement, je te parlais de cette dame qui avait été opérée sur le lobe gauche du cerveau, totalement éveillée, et elle préparait un plat de sa région. Et pendant que le chirurgien l'opérait, lui posait des questions, tout ça, et elle continuait à cuisiner, enfin, à préparer ce plat. Et tu te dis, c'est pas possible. Bon, préparer, attention, elle n'était pas devant ses fourneaux, hein. Elle n'était pas devant ses fourneaux, elle préparait une farce, hein. Et ensuite, c'est un petit peu des olives qui sont farcies, et elle ouvrait les olives, elle farcissait pendant que le chirurgien l'opérait au cerveau. Je dis, c'est pas possible. Je rêve, c'est fake news et finalement, j'ai vu qu'après, c'est très, très diffusé en ce moment. Vous savez, le cerveau, c'est ce qui nous rend si unique. Hein. C'est sans doute l'objet le plus complexe, le plus subtil, le plus extraordinaire qui puisse exister dans la nature.
Justement, merci Madame Belloche d'être passée ce matin pour en parler. Évidemment, on peut en parler pendant des heures et des heures. Malheureusement, on est pris par le temps. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie aussi. Hein. Vous avez juste une petite chose. Là, vous avez parlé tout à l'heure de Messi, etc. Des sportifs en général de haut niveau. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, nous savons ce qui se passe exactement dans leur cerveau et qui leur permet vraiment d'atteindre cette haute performance. Ouais. Et c'est des choses qui sont analysées aujourd'hui en laboratoire et qui sont partagées justement avec le grand public qui a la motivation justement de développer ses capacités et d'atteindre la performance. En tout cas, merci beaucoup Ilham Bellouche d'être passé ce matin nous parler justement des neurosciences pour un nul. Merci évidemment, organisé par l'Institut français de Casablanca. Il est 8h46 sur Radio Mars, on va terminer.